Bon, bienvenue à chacun, chacune. Je suis absolument ravie de pouvoir partager cette heure avec vous. Donc, pour vous présenter en fait la fresque des étapes humaines du changement. Nous avons aussi trois invités avec nous que je vous présenterai dans quelques minutes, mais je vais déjà voilà, me présenter. Donc, je m'appelle Séverine Millet, je suis fondatrice donc, de cette fresque. Et en fait, je suis une ancienne avocate qui vient de l'humanitaire et quand j'étais dans l'humanitaire, je me suis rapprochée des sciences humaines, sociales et cognitives. Ah, il faut que je coupe les micros. Si vous pouvez tous couper votre micro, heu, comme ça m'évitera de le faire. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce que quelqu'un sait comment on coupe les micros? Apparemment non. Hem Donc, en fait, j'ai commencé du coup à m'intéresser aux sciences cognitives, sociales, et humaines, en tant qu'avocate dans l'humanitaire pour comprendre comment fonctionnait la grande criminalité et quand j'ai rejoint l'écologie à la fin des années, 90, ben, très naturellement, je suis revenue à ces sujets pour, avec cette vocation en fait qui est de mettre l'humain au cœur des transformations écologiques, climatiques et sociétales. Donc, par la vulgarisation, ça a été une des premières missions de Nature humaine, pour les acteurs de terrain. Puis ensuite, en transformant ces outils en outils opérationnels faciles à manipuler. Et enfin, en formant les acteurs de terrain et leaders de la transformation. Je suis aussi coach pour leaders du changement et pour dirigeants, pour les aider à être dans leur pleine capacité cognitive, psychologique, émotionnelle, à piloter ces transformations qui exigent évidemment, bien sûr des compétences intellectuelles, mais aussi, beaucoup justement de compétences, humaines. Et puis, j'ai pu créer la fresque, en 2022. Sur la base d'un atelier, en fait, que j'expérimentais déjà depuis une dizaine d'années dans le cadre des formations que je donnais en intra et en inter. Et on pourra aussi vous faire un retour de témoignage sur cette base. Bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai 3 invités, qui sont Jonathan Angoal, responsable de la communication chez Pierre et Vacances, hein, qui a pu vivre avec toute l'équipe de communication interne, la fresque. Et qui nous donnera tout à l'heure, après la présentation, un regard le regard de cette fresque en fait, hein, un regard intra. Caroline Isidore Webel et Laurence Cohen qui font toutes les 2 partie de l'équipe de facilitatrices seniors plus, plus, plus. Donc Caroline est facilitatrice, et aussi experte en intelligence collective et elle témoignera, d'expériences de la fresque, du point de vue plutôt corporate et sur des sujets autres que la transition écologique. Et puis Laurence Cohen qui, forme depuis, 7 ans avec moi, les acteurs des territoires, et qui apportera ce regard, de la fresque utilisée pour les collectivités territoriales et notamment les chargés de mission. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on coupe les micros? Parce que chaque fois que quelqu'un arrive, son micro est ouvert. Est-ce que c'est des non, ça c'est quoi? Ah, c'est peut-être là. Excusez-moi 2 secondes. Couper les micros. Est-ce que quelqu'un sait faire ça dans Zoom? Aller sur l'icône participant en bas et après ça vous donne la main normalement à côté de vous, vous avez l'option couper les micros. Ah, En bas alors à gauche. ça me En donne bas à gauche, désactiver le son. ouais, alors je peux le faire pour moi, c'est sûr, mais je vois pas pour les autres. En tant que hôte, normalement vous avez l'option, mais ça c'est pas sur désactiver le son. Je crois que c'est sur participant. Alors je vais regarder, mais je le trouve pas sur participants. Non, Ok. je le Non, trouve moi je ne l'ai pas non plus sur participants parce qu'on par contre on peut demander aux personnes qui ont les micros ouverts. Par exemple, je vois Fadois, je vois Sylviane, je vois Alicia, je vois iPhone, je vois Vincent, Laurence, de bien vouloir couper leur micro. c'est juste que les personnes entrent et elles entendent pas la consigne et du coup je dois la répéter. Oui, et Voilà. c'est ça. Ouais. Sinon, je crois que c'est quand tu crées l'invitation sur Zoom où tu mets couper les micros à Ah, l'entrée dans la réunion. bon, bah, tant pis.
ce ne sera pas pour cette fois. Merci beaucoup à tous pour votre aide. On va continuer. Alors, du coup, très important, sur quoi est basée cette fresque? Parce que moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est que même si je suis formée au coaching et aussi à des modèles empiriques de changement, très tôt, dès 2006, je me suis intéressée à fonder mon approche sur les connaissances qui sont éprouvées scientifiquement, parce que j'ai besoin d'avoir la certitude que ce que je propose fonctionne et voilà, a été expérimenté du point de vue des règles scientifiques actuelles. Donc ce modèle, est basé sur le modèle transthéorique qui nous vient, des docteurs Prochaska, Janice et James, donc vous avez la photo, en bas, qui sont toujours vivants, et le docteur, Dick Clement. Il a été créé dans les années 80 pour accompagner des addictions en milieu médical, cigarettes, alcool, et cetera. Donc c'est une approche qui est psychologique, psychosociale, cognitive et comportementale. Elle est très inclusive. Ça inclut une petite trentaine de modèles qui, par ailleurs, avaient aussi fait plus ou moins, pas tous de la même façon, mais leurs preuves du point de vue scientifique. Et c'est un modèle qui a par ailleurs été validé dans l'accompagnement des organisations entre 2000 et 2010 par les Prochaska. Donc, et par ailleurs, si elle a été pas, si le modèle avait jusque-là pas été validé pour les questions, environnementales, nous avons une jeune sociologue qui a pu, du coup, réaliser sa thèse l'année dernière. Elle a validé sa thèse sur l'expérimentation du modèle et elle a montré que ce modèle permet de passer les 2 premières étapes, qui sont les 2 étapes les plus difficiles à passer, et dans lesquelles la plupart des individus se trouvent, pour le passage de l'usage de la voiture au transport en commun. Voilà, donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment très soutenant d'avoir ce type de travaux. Et par ailleurs, nous sommes avec l'ADEME et l'agence CIDIES, en train d'expérimenter le modèle pour accompagner les équipes de communication dans la mise en œuvre de campagnes de communication qui tiennent compte de cette réalité humaine pour vraiment aider les changements de comportement. Donc les objectifs de la fresque, c'est d'accompagner la transformation des représentations déjà qu'on a sur le changement. Et ça, déjà, c'est énorme parce que très souvent, il y a une compréhension qui peut être naïve. Alors naïve, c'est pas péjoratif, ça veut simplement dire que on ne sait pas. Ça permet de comprendre cette dynamique psycho-cognitive, sociologique et comportementale. Ça permet de mieux cibler ces publics. À partir du moment, on les connaît mieux cibler les actions au regard de l'étape où va se situer le public, accompagner la transformation sur une problématique donnée et même construire une vision. Moi, j'ai accompagné des codires sur la vision et puis construire un plan d'action. Et donc, la fresque va permettre de travailler soit sur un changement de comportement individuel, par exemple, passer de la voiture au train ou au vélo, ou diminuer la viande, arrêter l'avion. Travailler sur un dispositif de changement, comme la mise en œuvre d'un plan d'action, d'une feuille de route, d'un plan de déplacement. Travailler aussi sur une dynamique d'équipe, pour une équipe qui voudrait progresser dans son fonctionnement. Donc là, on a des changements individuels, d'équipe et d'organisation. On peut accompagner un codir dans sa vision, on l'a dit, et on peut accompagner un dirigeant ou toute autre personne en individuel sur une problématique de comportement ou une situation donnée. Voilà, donc cette fresque, c'est vraiment un jeu apprenant et transformatif. Donc, je vous présente les 3 niveaux de cartes et comment ça se positionne sur la fresque. Donc, vous avez d'abord les cartes étapes. À chaque fois, vous allez avoir un recto et un verso. Au recto, vous allez avoir des informations simples qui vont être utilisées dans un premier temps, et au recto, des informations plus complexes qui vous permettent de mieux comprendre comment fonctionne l'étape. Et vous allez avoir des différentes étapes de travail autour de ces cartes, voilà, qui se positionnent ainsi. Voilà, vous avez 6 étapes plus une. Vous voyez la roue du changement, l'étape avant l'entrée dans la roue sa circonvolution. Alors en fait, c'est un modèle en spirale, hein, donc ça veut dire qu'on peut aussi retourner sur certaines étapes. C'est pour ça que ce modèle inclut la rechute, ce qui est passionnant parce que très peu de modèles, je crois même que c'est le seul, inclut la rechute. Ensuite, vous avez le deuxième niveau de cartes qui sont les cartes processus. Donc les cartes processus, donc déjà c'est extrêmement transformant de comprendre comment les étapes fonctionnent.
Déjà, il y a vraiment un effet waouh. Vous pouvez même faire une fresque avec juste le ça nous est arrivé, voilà, de faire, parce que les personnes voulaient vraiment travailler sur une question, très, très, très profonde et donc ça demandait du temps. On a passé toute la matinée juste sur les étapes, mais après il y a les processus qui expliquent de quoi les individus ont besoin pour passer d'une étape à l'autre. Voilà, et ça, c'est assez rigoureux et ça permet vraiment de comprendre qu'on ne peut pas adresser n'importe quoi à n'importe qui, qu'il y a des choses qui ne seront pas du tout recevables par certains individus parce qu'ils ne sont pas du tout au stade où ils peuvent les recevoir. Par exemple, demander de passer à l'action, de donner des plans d'action à une personne qui en est au stade premier, ce qu'on appelle la pré-contemplation, c'est faire être certain d'un échec parce que les personnes n'ont pas décidé qu'ils allaient changer leur comportement. Donc, c'est vraiment ça. Et en fait, on va avoir tous ces processus. Ils vont travailler soit sur le cognitif, donc l'intellect, la construction de la pensée, soit sur le psychologique. Donc, on va avoir différents mécanismes. Donc, on peut avoir l'émotionnel, on peut avoir les attachements, on peut avoir les valeurs sur lesquelles on se repose pour travailler, pour changer, pardon. Et puis, on va avoir des processus plus comportementaux où là, on va mettre en place des choses dans l'environnement de l'individu ou du collectif. Heb jij mijn oortjes toevallig gepakt? Die Merci. lagen op het randje bij de sleutels. Ah, il y a une personne qui parle. Est-ce que la personne aurait la gentillesse de fermer son micro? Merci beaucoup. Donc, du coup, on va mettre en place des choses plus dans l'environnement de la personne ou du collectif pour aider au changement de comportement. Il va y avoir toute cette dimension. Et voilà comment ça se présente. Donc en fait, le modèle, a positionné, les processus, tout au long, du modèle. Certains processus vont se retrouver à différentes étapes. Voilà, et donc on apprend justement à les positionner, à les utiliser sur le jeu. Le troisième niveau des cartes, c'est les cartes facteurs facilitants. Donc ces facteurs, ce sont des facteurs qui sont là aussi issus, de modèles de changement qui ont été très éprouvés. Donc je vous en présente 2 avec un recto, un verso. Enfin, il y en a 2 en fait. La balance décisionnelle et le sentiment de capacité. Il est possible que par la suite, avec l'équipe Fresque, on en rajoute parce qu'il y a d'autres éléments qui trouveraient tout à fait leur place. Mais ils sont très intéressants parce que je vous montre comment ils se positionnent. Donc le modèle a prouvé que ces 2 facteurs sont de plus en plus forts et construits plus on va vers l'action. Et donc soutenir la construction de soutenir ces 2 facteurs est très facilitant, et notamment le sentiment d'efficacité personnelle, c'est le facteur le plus prédictif qu'une personne va être en capacité de changer son comportement ou pas. Voilà, on continue. Alors, le déroulé de la Merci de fermer vos micros pour ceux qui arrivent, merci beaucoup. Le déroulé de la fresque. Donc, c'est un atelier très élaboré, où il y a effectivement, on demande une capacité de facilitation et pour certaines fresques qui accompagnent un changement plus profond, une capacité de coaching, ou d'accompagnement en tout cas. Donc c'est un atelier qui va, passer par, je vais revenir un peu en détail après, mais voilà, en fait, on va aller sur les 3 niveaux de cartes à travers l'exploration. Là aussi, on va explorer du point de vue cognitif, mais aussi du point de vue émotionnel, corporel, avec, voilà, des étapes, qui à chaque fois vont enrichir la compréhension qui est, un peu complexe, hein, il faut le dire. Donc c'est important de pouvoir, intégrer sur la demi-journée, de la fresque, un certain niveau d'information sans que ça devienne, voilà, indigeste, avec cette idée qu'à la fin, on puisse déterminer, quelques actions. Alors, cette fresque existe sous 2 formats. Elle existe sous un format demi-journée, c'est une fresque découverte, et elle existe sous la format d'une journée et plus parfois, si affinité, qu'on appelle la fresque plan d'action ou stratégie. Là effectivement, on a pu voir avec, toute l'équipe de facilitateurs et de facilitatrices que, quand on a vraiment, un désir de transformation et d'aboutir à un plan d'action, la demi-journée est clairement pas suffisante, et
très souvent, on me demande une demi-journée et à la fin de la demi-journée, il y a ce regret parce que c'est une très grande richesse et d'une très gra enfin voilà, avec un effet de transformation assez fort. Alors, du coup, c'est intéressant parce que, cette fresque intègre le modèle, intègre ce qu'on appelle l'approche tête, cœur, corps. Merci à Caroline pour l'image. Donc cet aspect à la fois cognitif, affectif, émotionnel, psychologique, comportemental, on en a parlé et les ateliers fresques intègrent ces 3 dimensions. Voilà, ce qui explique, pourquoi en fait on demande d'avoir à minima, quand même des compétences en facilitation. Donc voilà quelques images, de la fresque. Donc on voit effectivement qu'il y a un travail, en collectif, hein, sur les étapes à travers, différents jeux. Il y a un travail sur les étapes à travers le corps, à travers les sensations, les émotions, le sentiment de besoin. C'est extrêmement génial, enfin c'est vraiment génial à expérimenter. Ça aussi, ça a beaucoup saisi, même les personnes les plus «rationnelles» entre guillemets, ou les plus sceptiques, de voir que, en ressentant ce que peut vivre quelqu'un dans l'étape de précontemplation, par exemple, qui est l'étape où la personne n'a pas décidé d'agir, elle n'a pas l'intention d'agir, voire elle est réfractaire à agir, de sentir ce que vraiment vit la personne du point de vue, émotionnel et psychologique, pouvoir se mettre à sa place et puis aussi parfois parce que, on a testé sur des changements de comportement complexes, hein, Jonathan pourra en témoigner tout à l'heure, mais sur, arrêter de prendre l'avion, ça nous challenge tous parce que c'est vraiment un renoncement, un deuil. Donc ça permet aussi de vivre tout ça et puis de sentir qu'est-ce que c'est quand il y a rechute et d'être en capacité du coup par le fait de vivre ce que peuvent vivre les autres aussi, les personnes qu'on accompagne, de pouvoir se mettre à la place, d'être beaucoup plus à l'écoute aussi, hein, des changements ou des dispositifs à mettre en œuvre pour les aider dans le changement. Alors et après, donc là, effectivement, bon, la fresque existe, depuis 2 ans. Elle a été déjà bien expérimentée. L'idée maintenant, effectivement, c'est de la déployer. Des formations en intra ont déjà commencé. En inter, elles vont commencer à partir d'octobre prochain. Donc il y en aura une en Aura, une à Paris. Les formations seront mises en ligne, courant de semaine prochaine au plus tard. On va avoir la création et l'animation d'une communauté de facilitateurs, parce que l'idée, c'est de soutenir au long cours aussi, cette expérimentation parce que voilà, ce sont des ateliers aussi experts, et puis aussi parce que les partages d'expériences sont très riches et l'idée, c'est vraiment cette diffusion, hein, voilà, j'ai déjà eu des échanges avec des organismes publics qui aimeraient, aussi m'aider à la diffuser et puis avec cette idée aussi de pouvoir mettre en place, trouver des financements privés et publics pour mettre en place des études sur l'évaluation de la fresque, mais aussi l'amélioration du modèle parce que, comme, je l'ai dit tout à l'heure, ce modèle a été quand même créé pour des comportements d'addiction, liés à la santé des individus et si on peut faire beaucoup de parallèles, c'est clair que moi je suis toujours dans un processus d'innovation, qui me réjouit beaucoup avec toute notre équipe de facilitateurs, mais aussi, voilà, je travaille avec des laboratoires et des cabinets de conseil comme BeHaven. J'ai vu que Julia était présente, voilà, qui sont, vraiment experts sur les questions de psychologie comportementale, psychosociologie, neurosciences. Je suis en lien aussi avec, New Brain de Charlotte Roland, qui est une neuroscientifique, qui est docteur en neurosciences, voilà. Donc l'idée, c'est aussi, d'avoir dans tous nos facilitateurs et notre équipe projet, des gens qui sont aussi des chercheurs et qui peuvent nous aider il y a Jimmy Pain aussi, qui est aussi, jeune psychologue social qui se lance dans les questions environnementales et RSE, qui est présent. J'ai vu, voilà, tous ces gens qui sont capés aussi pour nous aider à faire ces études. Alors, cher Jonathan, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Je me réjouis beaucoup de ta présence. Est-ce que tu veux voilà, je te laisse C'est gentil. complètement prendre l'espace de partage. Je vois qu'on est tout à fait super à l'heure, donc est-ce que tu peux, nous raconter cette fresque dont tu m'as envoyé la photo? Ouais.
déjà, alors, est-ce que tu as besoin de te présenter un peu plus que ce que j'avais dit tout à l'heure? Non, c'est bon. Responsable communication pour la marque Pierre et Vacances. C'est très bien. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fresque? C'était quoi déjà l'objectif de votre fresque? Euh, donc moi déjà, bon, ça fait à peu près 3 ans que j'ai une prise de conscience personnelle qui m'a amené à questionner du coup mon métier. Communiquer dans une logique de vendre, c'est alimenter du coup une mécanique capitaliste qui vient à l'encontre des limites planétaires, etc. Donc c'est une prise de conscience qui part de là. Donc l'idée était de me dire d'abord mon métier de communicant, comment il va évoluer. Et du coup, moi, j'ai deux types de communication qu'on peut appeler de communication RSE. La communication où je dis, voilà tout ce qu'on fait de bien chez Pierre et Vacances. Ça, j'ai envie de dire, beaucoup d'industries, de secteurs le fait très bien. Mais il y a aussi un autre type de communication qui est quand même important. C'est aussi la communication qui met en action les gens. Parce que la transition écologique, c'est la mise en action. Donc, quand Sidiez et quand Séverine m'ont parlé de cette fresque, évidemment, pour moi, ça répondait exactement à cet enjeu de comment je mets en action les gens pour une consommation plus sobre, une consommation plus éclairée, la mise en action par rapport à une transition écologique. Donc ça a été la première étape. Et du coup, dans le casting des gens que j'ai souhaité mettre, parce que je suis pas le seul à faire de la communication finalement dans une boîte, j'ai aussi des commerciaux, j'ai aussi des équipes qui produisent des contenus, des gens qui font des pages web, des gens qui envoient des emails. Donc j'ai mis tous les responsables de pôle et on a pu vivre cette expérience avec toi, Séverine, pour mieux appréhender du coup les différentes étapes du changement et prendre conscience aussi qu'on a une part de responsabilité quand on a de l'argent ou même des canaux de diffusion de messages. On a une responsabilité de se dire qu'est-ce qu'on diffuse comme message et quel imaginaire on alimente de consommation. Donc voilà, à peu près l'idée de cette fresque. Super. Et donc peut-être juste à se positionner, alors donc depuis un an et demi avec l'agence Sidiez, on est avec l'ADEME, on est dans ce projet d'adapter le modèle transthéorique à la communication de transition parce qu'on sait que beaucoup de communications sont des échecs. Quand on communique à la façon dont on a pu le faire jusqu'à présent, c'est des échecs. Donc l'idée, c'est de mieux cibler en connaissant mieux la capacité des publics à recevoir les messages. Et Pierre et Vacances a accepté en fait de faire cette expérimentation. Voilà. Qu'est-ce que ça a modifié dans ton regard de responsable de com? Alors, la transition écologique, c'est quelque chose d'hyper intime. Ça fait appel à nos habitudes, nos références culturelles, nos normes sociales de consommation. On le dit souvent en école de commerce, consommer, c'est faire partie de la société. Consommer, c'est aussi combler un sujet d'identité qu'on essaye d'exprimer à travers sa consommation, qu'elle soit de services ou de produits matériels. En tout cas, on a créé une société qui dit ça. Je ne dis pas on peut exprimer son identité qu'à travers sa consommation, mais en tout cas, on est dans une société qui fonctionne comme ça. Donc, on a une responsabilité, nous, en tant que communicants, de se poser la question de quel imaginaire, comment on alimente ça. J'ai aussi un autre sujet qui fait appel à mon intime personnel que je partage avec vous, qui est que moi, ma prise de conscience écologique, elle s'est faite il y a 3 ans, lors d'une discussion avec un ami qui est expert de ces sujets-là et qui, en une soirée, m'a alimenté de beaucoup d'anxiété, a généré une éco-anxiété assez forte. Et du coup, j'ai nourri la conviction que cette éco-anxiété qui, moi, m'avait mis en action, allait mettre en action n'importe quelle personne, que ce mécanisme allait fonctionner chez tout le monde. Donc, j'étais convaincu que mon métier allait être d'alimenter pas une forme de peur, mais en tout cas de donner les éléments clés rationnels qui allaient mettre les gens en action. Parce que moi, ça a été mon processus. Grâce à cette fresque, en fait, j'ai changé complètement ma vision et de comment appréhender ces sujets-là sur la communication, mais aussi à titre personnel quand j'échange sur ces sujets-là avec des amis ou des gens que je connais moi, de me rendre compte que globalement, si on veut mettre les gens en action sur une consommation plus sobre, et ben du coup, l'écologie n'est peut-être pas le meilleur levier, les chiffres ne sont pas toujours les meilleurs leviers, la peur n'est pas le meilleur levier, et que souvent, en fait, pour mettre en action, et ça a été une des vraies prises de conscience qu'on a tous eues pendant l'atelier, la plupart des messages qu'on a imaginés
à diffuser à des prospects ou à des clients, c'était pas des messages où on disait le tourisme représente 8% des émissions carbone, 70% des émissions carbone d'un séjour, c'est le transport. C'était pas du tout ça. Il y avait d'autres manières de raconter ça, et notamment via la définition d'une norme sociale où ça serait cool, mieux, de partir moins loin. Parce que pour le rappeler très rapidement, moi je travaille chez Pierre et Vacances, on est le leader du tourisme de proximité. On a quelques destinations exotiques, les Antilles en particulier, mais le plus gros de notre chiffre d'affaires, ça doit être 98%, c'est des gens qui prennent la voiture à 70%, donc beaucoup quand même encore aujourd'hui, et qui partent en France ou en Espagne, en tout cas, qui font pas plus de 500 km. Donc, encore une fois, moi, c'est un peu facile de vous dire tout ça parce que je suis dans un secteur où je peux me dire, alors, je ne pense pas me voiler la face en disant ça, mais je peux me dire que mon tourisme de proximité, c'est une bonne alternative à un tourisme lointain. C'est mon tourisme de proximité, il peut être encore plus vertueux si j'arrive à inciter les gens à partir en train plutôt qu'en voiture. Donc, c'est facile pour moi de dire tout ça. Si je travaillais dans l'aérien ou pour d'autres marques qui sont sur un tourisme plus lointain, je pense que j'aurais moins de marge de manœuvre pour inciter les gens à consommer moins, à avoir une consommation qui a un impact moindre. Donc, voilà en tout cas la grosse prise de conscience qu'on a eue. Moi, ça m'a permis aussi d'adoucir un peu mes relations avec certains de mes amis qui sont moins engagés sur ces sujets-là et de mettre l'énergie quand il le faut et quand je l'ai aussi pour donner des nouveaux éclairages sur la mise en action, mais sûrement pas de systématiquement passer par l'angle de l'anxiété, des chiffres, du constat qui est quand même grave, mais qui malheureusement ne met pas en action et ne marche vraiment pas la plupart du temps. C'est très très rare. Je pense que du coup, je fais partie des rares personnes qui se sont mises en action parce qu'elles ont eu peur. Mmh. Et pendant la fresque, le dispositif qu'on avait choisi pour vous, est-ce que la Couper un personne qui a micro. le micro allumé peut le fermer? Merci beaucoup. Ça va être le running gag de cette visio. Oui, Jonathan, le dispositif qu'on a choisi, donc vous vouliez travailler sur cette communication de transition pour voyager moins loin et du coup, pas en avion, en l'occurrence, et Oui. voyager en France. Et le dispositif choisi, c'est qu'on vous a fait expérimenter votre propre changement par rapport au fait que vous prenez l'avion, enfin, que potentiellement, tous les participants prenaient ou avaient déjà pris l'avion. Et du coup, ça vous permet vraiment de vivre le changement, les étapes de changement que traversent les individus. Donc, ça passe effectivement, comme tu le dis, par quelque chose d'assez intime. Est-ce que ça, finalement, quelles ont été les plus grosses, enfin, tu as déjà un peu évoqué ça, mais peut-être les chocs ou les choses qui t'ont le plus saisi, en fait, pendant la fresque et pendant ces expériences finalement assez personnelles pour aller du personnel vers le collectif? Euh, Ça a renforcé en tout cas moi une conviction que j'avais déjà engagée avant cette fresque, qui était de dire si je veux être légitime sur ces sujets-là, il faut que moi-même je m'engage dans une transition personnelle. Ça faisait déjà 2 ans et demi que j'avais décidé d'arrêter de prendre l'avion, que j'avais diminué ma consommation de viande à titre personnel, bref, que j'avais mis en place, que j'avais mesuré mon empreinte carbone et que j'avais regardé du coup comment réduire le plus efficacement tout ça. Euh, donc ça m'a convaincu qu'il fallait être cohérent entre les deux parce que ce discours-là sur l'écologie, je suis légitime que si moi-même je le vis et si je le vis de l'intérieur. Et c'est vrai que cette fresque permettait lors de notamment les premières séquences de ressentir ce que ça voulait dire de s'engager potentiellement à plus prendre l'avion ou à partir moins loin et à rester en France pour ses prochains séjours. Ça, c'est un premier point. Ça m'a permis aussi de mieux comprendre, mais ça aussi c'est un sujet de communicants. On avait fait une opération avec Brut, le média, quelques mois plus tôt, où on avait demandé à une influenceuse spécialisée sur l'écologie de faire une petite vidéo où elle donne les 5 conseils pour réduire l'empreinte carbone de ses vacances les plus efficaces. Et évidemment, elle dit prendre le train, partir moins loin, les classiques puisque c'est 70% ou 75%, ça dépend comment on le regarde, de l'empreinte carbone d'un séjour, c'est le transport.
Et là, quand on regarde les commentaires, on avait des centaines de commentaires de climato-sceptiques, haineux, de sarcasme sur ah, je vais partir à Bali en train, du coup, c'est ça que tu m'expliques. Bon, et ben sans cette fresque, je me serais dit, bah, c'est un peu un échec cette vidéo. Avec cette fresque, je dis, c'est pas le bon angle. C'est un angle qui renforce des gens qui sont déjà un peu plus avancés dans la mécanique du changement, puisqu'on avait quand même quelques commentaires positifs qui disaient, vous avez raison, c'est tout à fait ça, moi aussi j'ai réduit, j'ai arrêté l'avion depuis 3 ans. Bon, il y avait quand même des commentaires positifs. Et les commentaires négatifs, ça renforçait l'idée, en tout cas, que on touchait au plus gros des citoyens de cette planète, c'est-à-dire des gens qui sont soit climato-sceptiques, soit qui disent je trie mes déchets, c'est déjà pas mal, je peux pas en faire plus, j'ai pas assez de temps. Bon, bref, les premières étapes sur lesquelles les gens butent un peu. Donc ça a été une prise de conscience. Euh, et une autre prise de conscience, parce que je me suis engagé dans une transition personnelle. Donc, je parle beaucoup, moi, du transport train. J'ai bossé pendant 10 ans à la SNCF, donc j'aime beaucoup le train de base. Mais c'est vrai que là, j'ai développé beaucoup plus le trajet longue distance en train. Et ben, ça m'a permis aussi de rééclairer la manière de parler de mes voyages, qui est aussi une manière de ne pas parler d'écologie, mais d'inciter les gens à prendre le train. Et je vous donne l'exemple, bah, c'est marrant, demain soir, je pars en Écosse en train pour la deuxième fois. J'ai deux manières de raconter le truc. Souvent, on me dit, ah, t'es allé en Écosse en train, mais ça t'a pris combien de jours? Et là, je vais répondre 2 jours et j'ai perdu tout le monde. Je donne pas envie aux gens de partir en Écosse en train. Parce que on a cette norme sociale qui est l'efficacité. Il faut vite se rendre dans la destination. On a un rapport assez performatif à nos vies. Il faut en faire le plus dans le moins de temps possible. Bah, là, si je réponds 2 jours, on va me dire, bah non, je vais y aller en avion, c'est plus rapide. Et j'ai une autre manière de raconter ça. J'ai aussi la manière de dire, bah en fait, c'est génial. Depuis Paris, en tout cas, quand je m'adresse à un Parisien, je fais un Paris-Londres, je passe la journée à Londres, c'est une chouette ville pour passer la journée. Et le soir suivant, bah, je fais un train de nuit qui est assez canon, qui donne l'impression en plus d'aller à l'école des sorciers Poudlard. Donc, quand je dis ça en plus à des familles, ça marche tout de suite un peu plus parce qu'il y a le référentiel de Harry Potter. Et vous arrivez directement à Édimbourg ou même Inverness en une nuit. Vous arrivez avec une nuit d'hôtel en moins en plus. Donc, j'ai plein d'arguments qui me permettent de pas du tout parler de carbone et d'écologie, mais qui à la fois m'a permis, bah, typiquement à mon travail, d'inciter des gens à prendre le train. Et j'ai même une collègue avec ses enfants qui a fait ce voyage-là, mais je ne lui ai pas parlé d'écologie ni de carbone. Et ça montre encore une fois que sur la mise en action des gens qui sont sur les premières étapes, c'est-à-dire plutôt dans le déni ou dans la difficulté à se mettre en action, et ben en fait, les meilleurs leviers, en tout cas, un des leviers qui fonctionne, c'est montrer des avantages qui n'ont rien à voir avec l'écologie, la peur, l'impact carbone, etc., mais de montrer aussi bah, les aspects culturels qu'il peut y avoir ou de valorisation qu'on peut avoir par rapport au trajet en train. Voilà. Merci, merci, c'est super, super passionnant. Je te remercie beaucoup, Jonathan, d'être là avec JB, T'en prie. je travaille. Je mange pas. nous. En Ève, fait, Ève, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Caroline, est-ce que tu aurais la possibilité de prendre la main, de te présenter comme tu le souhaites et puis voilà, de nous parler de ton expérience sur la fresque? Donc, bonjour à tous, je suis Caroline, je suis présidente d'un collectif qui s'appelle Mission Possible. Et du coup, j'ai la chance de travailler avec Séverine depuis 2 ans, à l'issue d'une expérience corporate qu'on a vécue ensemble. Donc, moi, juste pour resituer le contexte, mon métier, c'est d'accompagner le changement. Et pour accompagner le changement, on peut avoir plusieurs postures en fonction des problématiques clients. On peut être coach, on peut être formateur pour développer les compétences, on peut être également facilitateur pour faire émerger les problématiques et les solutions. Et donc, à l'intérieur de ce collectif, on conjugue tout ça. Bonjour Séverine, mes excuses, je suis arrivé en retard. Est-ce que Omar, est-ce que tu peux fermer ton nous micro, aurons la s'il te plaît? possibilité de revisualiser Alors, excusez-moi, c'est le running gag encore. Omar, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te la plaît? session? Caroline qui avait la parole. Merci beaucoup. Caroline, je t'en prie, excuse-moi. Pas de problème. Donc, voilà, il y a différentes postures. Je pense qu'il y a peut-être ici aussi pas mal de consultants. Donc, les différentes postures qu'on doit et qu'on peut adopter pour accompagner nos clients dans le changement.
Et ce que je trouve très intéressant dans cette fresque, c'est que elle révèle en fait où peuvent être les résistances et finalement quelle est la posture la plus adaptée qu'on peut avoir pour permettre aux gens d'avancer. Donc il y a plusieurs niveaux, c'est comprendre quel est le problème et envisager quelles peuvent être les solutions et la personne qui l'anime, envisager aussi la posture qui peut être adaptée pour permettre à la personne de sortir de sa résistance, la personne ou l'organisation. Donc, moi, le témoignage que je peux faire, c'est que l'année dernière, notamment avec une des participantes qui assiste au webinaire, on a animé une fresque pour une équipe learning d'un grand groupe de 80 000 personnes. Et cette équipe learning, elle avait une problématique, c'était de dire pourquoi les gens savent qu'ils doivent apprendre, mais qu'ils n'apprennent pas. Et donc, avec la fresque, donc ils ont fait la fresque pendant 3 heures et demie, l'équipe learning, ça leur a permis, en étant traversés par l'expérience individuelle, de comprendre où pouvaient être les résistances de leurs participants et de mettre en place des actions d'accompagnement pour que les gens apprennent plus de manière plus spécifique. Et donc, il y a, grâce à cet atelier qui n'a duré que 3 heures et demie, je précise, 3 heures et demie pour une équipe de 20 personnes, pour un groupe de 80 000 personnes, la prise de conscience d'actions qui sont plus appropriées pour faciliter leur mission. Et donc, moi, ce que je trouve passionnant avec cette fresque, c'est, je dirais, les différentes dimensions qu'elle permet entre, comment dire, la prise de conscience de où sont les résistances et comment on est capable de les lever, en fait. Mmh. Merci beaucoup. Autre chose que tu aimerais partager? Quelque chose que j'aimerais partager, moi, il faut avoir en tête que je suis également ingénieure pédagogique et que ce que je trouve très intéressant dans ce format, sur lequel on a travaillé ensemble, c'est qu'il y a vraiment cette dimension tête, corps, cœur. Et donc, ça en fait un atelier très expérientiel. Et l'expérience est un moteur d'action. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, sur ce format de 3 heures et demie, on arrive à avoir un effet waouh parce qu'on arrive à vraiment travailler sur les 3 dimensions tête, corps, cœur, en fait. Mmh. Ouais, super. Un grand merci. Merci beaucoup, Caroline. Laurence, Laurence Cohen est appelée à la barre. Oui, c'est moi, je témoigne. Bonjour, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, moi, je suis formatrice et coach et je travaille avec Séverine depuis de nombreuses années. Je ne sais plus depuis quand, je pense qu'on s'est rencontrés en 2008, donc ça commence à faire quelques années, ou 2010. Moi, j'interviens et je suis intervenue durant 6 années consécutives pour l'ADEME et donc pour former les chargés de mission principalement euh, pour accompagner la transition et donc accompagner le changement en transition écologique et énergétique. Mon témoignage, il va se baser sur ce que j'ai vécu, l'évolution aussi de cette formation et puis ce que j'en ai retiré puisque enfin, je la, je la diffuse également auprès de managers maintenant. Cette formation, en fait, cette fresque, elle était un petit morceau, il y a 6 ans, de la formation de l'ADEME qui durait 3 jours. Et au fil des mois et des années, elle est devenue un fil conducteur qui réapparaît en soutien à cette formation de 3 jours. C'est-à-dire que quel que soit le sujet traité par demi-journée, on vient le rattacher sur la fresque pour développer, pour mieux comprendre. Et du coup, ça donne vraiment une vision très large et très complémentaire et très complète de ce qu'on peut faire avec cette fresque. Alors, on parle d'une demi-journée, on parle d'une journée, mais on peut également l'utiliser sur 3 jours et c'est super puissant. Moi, j'ai travaillé donc avec l'ADEME avec des chargés de mission. La plupart sont des ingénieurs, des techniciens, qui sont hyper compétents dans leur métier et qui sont compétents. C'est-à-dire que vous leur proposez une problématique technique, ils ont la solution technique qui est 135% adaptée à la situation. Sauf que leur problématique, c'est de chercher à convaincre et convaincre ne fonctionne pas. Et donc, la fresque va leur permettre d'identifier effectivement à quelle étape en sont leur public ou la personne qu'ils souhaitent accompagner et procéder à des ajustements qui sont de l'ordre du facteur humain
et non plus de la solution technique qui, comme l'a présenté Séverine, la solution technique qui peut être extraordinairement pertinente si elle arrive au moment où la personne est dans le déni ou dans la méconnaissance, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et pire, ça risque de renforcer les résistances de la personne. Et donc, ça oblige à écouter, ça oblige à poser des questions, ça oblige à mieux comprendre la situation de l'autre, à développer beaucoup plus d'empathie. Et du coup, ce sont toutes ces données qui font qu'au cours de ce processus de 3 jours, puisque je parle de cette formation principalement, les personnes, partant de leur vécu, qui est souvent très technique, changent elles-mêmes en 3 jours, à la fois leur perception, à la fois leurs émotions et à la fois leur façon de faire. Et donc, tout ce qu'elles ont appris et tout ce qu'elles ont testé, puisqu'on part de leur expérience concrète, hein, sur le terrain, on parle pas de concept, on parle vraiment d'expérience vécue, ça leur apporte des éléments de compréhension, des clés de mise en œuvre pour mieux accompagner leur public. Et donc, ça leur fait aussi un processus de changement par étapes en 3 jours. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui m'a été qui m'a été vraiment d'une plus grande utilité de comprendre ça. Et puis, toujours le plaisir de transmettre. Au niveau managérial, moi, j'aime les équipes, hein, j'aime bien travailler en individuel, mais j'avoue que je préfère les équipes, le groupe. Au niveau des groupes, on travaille beaucoup sur une problématique liée au changement à l'intérieur d'une équipe, en sachant que toutes les personnes ne sont pas au même stade de changement. Et le manager, il faut qu'il fasse avec cette équipe en faisant travailler les gens ensemble sur une vision partagée. Du coup, ça apporte énormément de questions. D'abord sur la vision partagée, sur les problèmes rencontrés, sur comment définir en termes de bilan où en est chaque personne de l'équipe, et du coup, comment on va pouvoir adapter son comportement, sa facilitation, pour que l'équipe rejoigne les derniers, rejoigne les premiers, si j'ose dire, si possible, avec les processus, et notamment les cartes super pouvoirs que moi j'adore. Voilà. Les cartes processus et les cartes super pouvoirs que je leur fais placer eux-mêmes, hein. C'est-à-dire je ne donne jamais de solution, je valide ou j'aide après. Dans la posture de facilitateur ou de coach, on ne donne pas de solution, hein, on pose des questions. Je pense qu'ici, il y a des coachs aussi. Et du coup, on va les amener à comprendre et à interpréter, à pouvoir placer les processus en fonction de leurs besoins et des situations. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a aussi un élément qui est important, et notamment je l'ai énormément perçu à l'ADEME, quand on met en place des actions dans la transition écologique, énergétique, environnementale, etc., on a souvent un désir de faire visiter des exploitations, de faire visiter, et donc de faire des règles, des partages d'expériences. Bah, regardez, eux, ils ont réussi à le faire. Donc si eux, ils ont réussi, on va emmener l'équipe dirigeante, ou parfois ce sont des élus, on va accompagner les élus et ils vont bien voir que c'est possible. Et là, la question se pose de à quel moment? À quel moment on emmène l'équipe sur place et auprès de qui? C'est-à-dire, quelle est notre intention, quel message on veut faire passer, et est-ce que cette personne ou cette équipe a la réponse, c'est-à-dire est-ce qu'elle va s'orienter sur les solutions qu'elle a réussi à mettre en place, ou est-ce qu'elle va s'orienter sur les problèmes qu'elle a rencontrés? Voilà. Et du coup, ça permet de voir à quelle étape du processus, donc des étapes de Prochaska et di Clemente, à quelle étape il est pertinent de faire ça. Et ça a vraiment été un gros débat, voilà, une des grosses questions. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Merci Laurence. Et peut-être juste Merci. un grand Oui. merci pour ton intervention. Juste pour dire, donc j'ai parlé des formations à la facilitation à la fresque, hein, qui est encore une autre formation que celle dont a parlé Laurence, et qui seront des formations sur 2 jours pour ce qui concerne la formation découverte, et sur 1 journée pour ce qui concerne la formation plan d'action. J'ouvre maintenant un quart d'heure, le quart d'heure restant aux questions. Ce que je vous propose, c'est que seul, voilà, vous laissez bien vos micros fermés. Voilà, et la personne qui souhaite poser sa question peut prendre la parole. Fanny, bonjour Fanny. Oui, bonjour. Du coup, oui, bah voilà, Fanny. Moi, la question, c'est vraiment, du coup, c'est vous qui venez en fait sur place. Est-ce que c'est en distanciel? Comment
comment ça se passe? Je vais pas vous cacher, nous, on est engagés dans ma structure, nous sommes engagés du coup dans vraiment une RSO. Moi, je rencontre des difficultés à engager mon équipe proche, mes collègues proches. Et en fait, je trouve l'idée de cette fresque en fait intéressante pour en avoir vécu d'autres sur le climat ou sur le sport, où c'est hyper sommaire. Et là, ça a l'air d'être vraiment dans l'intelligence collective et d'engager tout le monde dans la démarche, pas juste de sensibiliser. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Et est-ce que, du coup, deuxième question, comment vous intervenez? Oui, c'est une démarche qui est effectivement de changer ses représentations sur le changement, mais sur son propre changement et de se positionner sur ce changement. Du coup, il y a une transformation qui se fait naturellement. Mais après, voilà, si c'est un format court qui est choisi, il faut accepter qu'il y aura d'autres étapes nécessairement qu'il faudra vous-même planifier en interne. C'est-à-dire qu'il faudra planifier vos propres suites. Mais après, c'est de l'intra, enfin, ça se fait donc, c'est du présentiel. C'est du présentiel puisque c'est difficile de faire à distance un travail aussi profond et collectif. Voilà, Fanny. Alors, Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres... je regarde. D'autres questions? Séverine, il y a un Joël Gréa qui ne trouve pas la main, le bouton pour Euh, lever la main. Il a une question. ouais. Alors, en fait, ça apparaît dans... Laurence, je te remercie beaucoup. Ça apparaît quand quelqu'un me... Donc, Joël, avec plaisir, on vous écoute. Oui, bonjour, Joël Gréa ici. Ça fait 20 ans que je vulgarise les enjeux environnementaux et en fait, moi, il y a je me méfie énormément des successions de témoignages parce que, parce que en tant qu'animaux sociaux, on a tendance à, tiens, j'ai entendu plusieurs fois la même chose, j'ai tendance à y croire. Et parce qu'on a et donc j'aurais aimé que cette vidéo soit différente et j'aurais aimé en savoir plus sur l'outil lui-même. Sachant que j'ai entendu Jonathan dire ah là, la peur ça marche pas, c'est pas efficace. Non, la peur est démontrée comme étant le levier le plus efficace, mais en revanche, il peut avoir des effets secondaires et l'intégrer dans un. Donc ma question c'est fondamentalement, euh, quel, quel, parlez-moi un peu plus de l'outil. Qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il utilise. Émotion, il nous verrait mettre en mouvement, donc évidemment qu'il faut les utiliser, mais c'est pas le seul. Alors, Joël, déjà, la peur, est-ce que c'est la meilleure émotion à mettre en route? Non, ça n'est pas justifié du point de vue scientifique. Bah, j'ai une dizaine d'études scientifiques qui disent le contraire, Ah non, c'est pas la réalité. minimum. Hein. Oui, bah, vous l'affirmez, j'affirme le contraire. Donc, probablement la vérité est entre les deux. En tout cas, l'idée ici, c'est pas faire un webinaire sur le facteur humain, donc on va pas rentrer dans ce type de détails. Mais par contre, sur la forme, quel besoin d'approfondissement par rapport à ce qui a déjà été dit, vous aimeriez? Alors, en fait, moi, j'aimerais savoir plus précisément ce que contient l'outil. Qu'est-ce qu'il présente? Par exemple, la fresque du climat, je peux vous le présenter en vous disant ça permet de désemmêler les liens, les relations de cause-conséquence. L'atelier Notre Tour que j'ai Est-ce co-créé que vous permet étiez de là au ressentir début? le poids de l'histoire et l'accélération. Joël, est-ce que vous étiez là au début quand j'ai présenté tous les tenants et aboutissants de la fresque? Malheureusement, je suis arrivé avec 8 minutes de retard. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de revisualiser après, parce que je ne vais pas redécrire en fait les objectifs, comment ça fonctionne, etc., si ça vous va. D'accord, parce que la première chose que j'ai entendue, c'est que j'avais l'impression que vous venez juste de commencer, donc c'est pour ça que. On a commencé bien à l'heure. D'accord, donc vous arrivez. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Camille Molly. Oui, bonjour. Simplement une Camille. question. Je m'interrogeais par rapport à la fresque du facteur humain, donc j'entends bien que celle-ci est tout à fait complémentaire, plus riche dans la mesure où il y a cette approche transthéorique qui permet de comprendre où en sont les individus pour proposer des solutions adaptées. Notamment, mais après, il y a quand même des éléments communs, notamment, j'imagine, les cartes facteurs humains. Est-ce que le socle scientifique est le même et du coup, qui permettrait du coup, nous, d'articuler peut-être les deux fresques, mais vraiment en ayant la même base? Oui, alors complètement. Sur l'humain, vous allez avoir une représentation un peu cartographique. Moi, j'appelle ça l'humain vertical. C'est-à-dire l'humain
quand il change, il se passe quoi dans son système psychosocio-cognitif. Et donc la fresque du facteur humain, qui est pilotée par l'Université du facteur humain, à laquelle je suis formée aussi, et vous visiblement aussi, en fait, elle va cartographier l'humain dans le changement. Donc on va aborder les facteurs humains les plus... alors, il y en a des qui sont psychologiques, comme les émotions, il y en a qui sont plus cognitifs, comme les habitudes, et puis il y en a qui sont plus psychosociologiques, comme les normes sociales, par exemple, ou les valeurs sociales. Et donc, on va cartographier, on va regarder, on va apprendre à voir comment on fonctionne. On parle des biais cognitifs aussi, voilà. La fresque des étapes, elle est dynamique, c'est le changement en dynamique dans le temps, en mode processus. Et donc, du coup, on va retrouver des choses, mais comme le modèle transthéorique n'est pas, voilà, il est ce qu'il est, voilà, il est designé comme il est, il y a des choses qu'on ne va pas nécessairement retrouver. Parce que ça ferait trop d'informations. Par contre, moi, j'aimerais beaucoup un jour pouvoir faire des journées, on fait la corrélation entre les deux fresques, parce que, bon, moi, comme j'ai cette agilité depuis presque 20 ans sur ces notions-là, c'est vrai que je peux les utiliser en atelier, mais voilà, j'ai fait le choix de ne pas trop multiplier pour l'instant les cartes. Mais effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces éléments de cartographie de l'humain, habitudes, biais, etc., on ne va pas les retrouver à tous les endroits de la fresque, par étapes, parce qu'ils ne sont pas actifs, ils vont pas être, on ne va pas s'y intéresser. Si je prends l'habitude, clairement, c'est quand on commence à changer de comportement voilà, qu'on est bloqué par des habitudes. Donc, on ne va pas s'y intéresser quand la personne est au tout début du processus et qu'il n'a même pas décidé de changer. Donc, voilà. Donc, pour quelqu'un qui maîtrise ces deux aspects, il va se dire, tiens, bah là, on est au stade des habitudes, il se passe un truc. Voilà. Et les émotions, elles interviennent très tôt. Sur la première étape, on va être beaucoup dans l'anxiété. L'anxiété qui est à l'origine de certaines typologies de déni. Et puis, cette anxiété, on peut la retrouver plus tard aussi chez des gens qui sont d'accord de changer, mais en difficulté avec leurs émotions, la peur de changer, etc. Puis, on va trouver des émotions plus agréables, comme on va aider à la construction d'émotions agréables, comme la fierté, comme trouver du plaisir. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait un petit échange dans le chat, notamment avec Julia Terlet, qui est docteur en psychologie sociale pour Biaben. Et donc ça, voilà, c'est des choses qui sont prouvées du point de vue de la psychologie, aussi de la biologie neurologique, enfin la biologie, puisque ça, les émotions agréables déclenchent des hormones en fait. Voilà, donc tout ça va s'intercaler. Donc vous allez retrouver des choses que vous allez connaître et il va y avoir des nouveautés parce que la fresque, je dis du facteur humain qui montre plutôt une cartographie, bah, il y a certains aspects qu'elle n'aborde pas. Voilà. Très clair. Je retiens que c'est la meilleure mouvement, c'est une mise en mouvement de la fresque du facteur humain. Eh ben, on peut dire ça. Voilà. Et vous pourrez faire plein de corrélations vous-même. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois, il y a... Alors, qui est-ce qui a levé la main? Il y a Mandy Schroeder et Laetitia Garabello. Mandy? Oui, bonjour Séverine, merci beaucoup pour ce webinaire. Moi, c'est une question très pratico-pratique. Je n'ai pas trouvé la réponse sur le site, mais si on veut vivre une expérience de la fresque avant de se demander est-ce que j'aimerais bien être formée à la fresque, comment est-ce qu'on peut faire et où est-ce que je trouve des dates éventuelles, etc. Alors, Mandy, je vous remercie beaucoup de poser cette question parce que la réponse est qu'il n'y a pas cette possibilité-là. C'est beaucoup trop énergivore et épuisant pour tous les facilitateurs et facilitatrices qui sont déjà très, très sur le terrain à accompagner d'autres choses, et cette fresque en particulier. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai proposé ce webinaire pour présenter la fresque, vous montrer comment elle fonctionne, avoir des témoignages voilà, qui vous montrent cette réalité aussi du changement. On n'est pas obligé de se méfier des témoignages. Et donc, du coup, voilà, en fait, pour l'instant, en tout cas, et peut-être qu'un jour, des facilitateurs, facilitatrices auront envie de faire des présentations. Ce sera à leur libre choix. Et bien sûr, on fera toute la communication nécessaire autour, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ok, donc première étape, si jamais on répond aux critères et qu'on est
intéressé, ça serait donc de se former. Et je crois que tu as dit dans le webinaire que les dates vont être disponibles courant mai sur ton site. C'est Oui, bien tout à ça? fait. Voilà, la semaine Super. prochaine, voilà, on a eu un petit couac informatique. On a un tout petit peu de retard, mais la semaine prochaine, ce sera en ligne avec toutes les infos pour les Ok. prochaines dates. Super. Merci beaucoup, Séverine. Laetitia? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation et bravo pour la démarche. Ça a l'air vraiment très, très puissant, effectivement. C'est assez convaincant, même si il est vrai qu'on voudrait en voir plus. Je rejoins la question de Mandy. Et peut-être petite suggestion, pourquoi pas mettre, je sais pas, une caméra, enfin, créer un enregistrement et faire un petit montage pour montrer comment ça se passe. Parce que je comprends que la gratuité, c'est très compliqué avec des gens qui sont très qualifiés, qui ont plein de choses à faire. Mais peut-être pour aller au-delà du témoignage, transmettre un peu l'idée de l'expérience. Bon, c'est juste comme ça, mais c'est pas pour ça que je vous posais enfin, la question que je voulais vous poser, c'est quand on a vu rapidement les cartes que vous avez montrées, il y a un langage qui est quand même, je dirais, très super éduqué. Je voulais savoir si ce type de fresque était pensé pour s'adresser à n'importe quel type d'éducation, d'éducation, on va dire, sociale et de niveau éducatif. Euh, je m'explique, des gens qui sont voilà, dans des métiers qui n'ont pas qui n'ont pas fait beaucoup d'études académiques, ou pourquoi pas des enfants. Enfin voilà, est-ce que c'est typiquement quelque chose qui accompagne des managers, donc qui sont à minimum bac+4 pour comprendre de quoi on parle? Encore une fois, c'est par rapport au langage utilisé dans les cartes où je me suis posé cette question. Oui, très bonne question, Laetitia. Je vous en remercie beaucoup. Bien sûr, vous avez raison, hein, ces fresques a été créées pour le milieu professionnel. Elles fonctionnent très bien en milieu professionnel, donc moi, je me suis attachée à ce niveau-là, évidemment. Alors, il y a, durant l'été, on va faire un travail de simplification de certaines cartes, parce que, voilà, le vocabulaire n'était pas évident. Bien qu'il y ait déjà eu ce travail de fait, mais voilà, on avance à petits pas. Il y a un projet de fresque pour les enfants. Je ne sais pas si elle verra le jour parce que c'est une commande d'une association. Et par ailleurs, c'est tout à fait possible, quand on est formé à la fresque, de se dire: «Tiens, bah, moi, voilà mon public, c'est pas adapté et je vais faire ce travail d'adaptation». Voilà, Oui, je sachant comprends. qu'après, évidemment, c'est un peu un budget parce que moi, j'ai une graphiste qui travaille, mais ça, après, ce sera d'autres questions, qu'on posera en temps et en heure. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est vraiment cette idée qu'elle puisse aussi vivre sa vie, quoi. Mmh. Alors, Séverine, si je peux me permettre, Oui. dans la diffusion de la fresque, et notamment il y a 15 jours, là où j'étais, la population avec laquelle je travaillais, c'était pas des bac+4. Il y avait une standardiste et qui, voilà, et pas mal de personnes qui étaient au niveau agent. Je parle professionnellement, hein, et du coup, c'est là où c'est important le rôle de la facilitatrice. C'est-à-dire qu'on ne balance pas les cartes, hein. On parle d'abord du système, on parle des cartes et nous adaptons notre explication au langage de l'autre. Donc, c'est ce travail aussi que l'on fait, nous, quand on transmet, quand on diffuse, quand on fait des ateliers fresques, on adapte le vocabulaire au vocabulaire du groupe. Voilà, on ne D'accord. balance pas les cartes. Et du coup, il y a une compréhension qui se fait naturellement, beaucoup plus facilement. D'accord. C'est pas comme d'autres fresques où effectivement on pose les cartes et on demande aux participants de les lire, quoi. C'est le Non. guide de l'accompagnant en fait. Les cartes, Alors, ça? on peut poser les cartes à un moment donné si on sent que les gens ont compris, ont ce vocabulaire. Sinon, on va les expliquer en même temps qu'on les pose. On les Mm. balance pas en disant débrouillez-vous. Voilà. On les explique à chaque fois et quand bien même, voilà, on leur donne des explications parce que forcément, à un moment donné, on a des questions. On a quasiment une question par carte. Donc, nous, on est là aussi pour accompagner, pour expliquer, pour donner plus d'informations, pour traduire si besoin est. Et si je peux me permettre, je rebondis avec ma casquette d'ingénieur pédagogique. Il faut avoir en tête qu'il n'y a pas beaucoup de cartes en fait. Donc le vocabulaire, il est accessible et je dirais même qu'à l'issue de l'atelier,
on a tellement travaillé les notions qu'il y a même quelque chose d'un peu culturel qui se crée autour de nouveaux mots. Et donc, moi, D'accord. j'ai vu des participants qui disaient, ah, mais toi, tu es en stade de pré-contemplation, et donc ça faisait sourire. Là où si on avait dit, tu es en stage de blocage, ça aurait moins fait rire, en fait. Donc, moi, je trouve même que ce vocabulaire qui est un peu décalé par rapport à certaines représentations, il a vraiment, grâce à l'atelier, la vertu de créer une représentation commune à l'issue de l'atelier. Mmh. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Super. Je vois qu'il y a encore 3 mains levées. On arrive à l'issue de la présentation. Je vais peut-être encore prendre juste une question. Gwenola Dagalier. Merci beaucoup. J'ai plusieurs questions en fait. Ah. Je fais partie d'un réseau de consultants internes de collectivités territoriales et ça serait intéressant si vous pouviez peut-être faire une présentation dans le cadre de ce réseau. Est-ce que c'est imaginable? Ça, c'est la première question. Oui, bien sûr. Et la deuxième question, je me forme à la démocratie profonde et je retrouve certains aspects, notamment tête, corps, cœur, mais l'expérience, surtout la prise de conscience par l'expérience, dans ce que vous dites. Je me demandais si, c'est quelque chose qui vous a inspiré pour cette fresque ou si c'est pas dans votre champ de vision? Non, non, je connais pas du tout en fait. Non, non, moi j'ai vraiment une formation, à l'accompagnement et chaque facilitateur, facilitatrice aura des formations, C'est moins connu en France, Deep Democracy, peut-être que ça vous dit plus? non, Non? enfin, de D'accord. nom, mais pas plus, ouais. OK. Merci. Et Après, juste pour compléter, par rapport à Deep Démocratie, il faut avoir en tête qu'on est dans une posture de facilitation plus que de formation dans cette fresque. Et donc, on retrouve dans ces approches enfin, de nouvelle gouvernance, etc., les principes de facilitation. Donc, c'est normal que les choses se croisent. Mmh. Mmh. Merci Caroline. Peut-être du coup une dernière question, je vois Alain Meunier et puis après on clôturera le webinaire. Ah oui, merci, bonjour. Voilà. Moi, c'est une question pratico-pratique. Je ne sais pas quel va être le. Enfin, j'essaie de réfléchir si un jour je me retrouve facilitateur de cet outil, il y a plusieurs choses. Est-ce que je vais, dans un cheminement que j'ai pas encore bien compris, continuer à adhérer au truc et garder l'enthousiasme que me procure mon intuition? Mais on verra ce que dira le futur. Donc ça, c'est ma part à moi. Quelle est la part aussi je ne sais pas s'il y a un système de cooptation ou de compétences à avoir pour accéder à l'outil. C'est vrai de parler de compétences de facilitation, etc. Mais qui décrète qu'on est un bon facilitateur ou pas? Euh, et puis enfin le calendrier, j'ai entendu parler du mois d'octobre et mon enthousiasme en face du mois d'octobre, ça me fait un effet bizarre, désagréable. Et donc voilà, comment accélérer ça et si moi je peux contribuer à accélérer ça, bah voilà, voilà. Donc tout ça en même temps Ah qui oui, dit bah, c'est quoi le merci Alain. chemin entre le futur désiré et aujourd'hui. Merci Alain. Alors, octobre viendra très très vite et même si c'est l'automne, je suis sûre que ce sera très agréable. Mais je suis une adepte du temps long, du pas à pas, de pas brusquer les choses. Il y a des formations qui sont en cours en ce moment, plutôt en intra, et du coup, ça, voilà, ça occupe pas mal. Euh, c'est un gros travail de préparer tous les supports avec lesquels les facilitateurs vont pouvoir repartir pour intégrer le dispositif, intégrer le modèle, intégrer le déroulé de la fresque, etc. On est en train aussi de réfléchir au principe de la communauté, comment on met en place, etc. Voilà, tout ça, ça prend du temps. Ça fait les 2 années qui ont passé, on n'a pas chômé sur cette fresque. Et donc, du coup, je comprends, ça peut être un peu frustrant, mais je suis certaine que c'est pas insurmontable. Voilà, donc alors très important, les prérequis, oui, alors ça, c'est des choses sur lesquelles il faut encore qu'on se calme. Bien sûr, moi, je ne souhaite pas rentrer dans un système contrôlant. J'ai plutôt envie, je pense que plus je vais lâcher la bride sur beaucoup de choses et plus ça va se déployer, vivre sa vie et s'enrichir.
Néanmoins, il faut quand même, c'est-à-dire que les personnes qui me disent oui, oui, je facilite des fresques du climat, c'est un peu juste, simplement parce que il faut avoir quand même une capacité à mener un groupe dans une réflexion complexe, profonde, à travers des concepts qui sont complexes et qui demandent un peu un apprentissage. Donc voilà, donc moi, je vais simplement demander aux gens de me dire un peu leur expérience, éventuellement leur formation. Et puis après, aussi avoir cette réflexion, comme là a fini par l'avoir la fresque du climat et d'autres fresques, de dire que tous les facilitateurs ne peuvent pas tout animer non plus. Et donc d'être clair avec les gens, bah voilà, pour l'instant peut-être reste sur cette zone, ou alors créer cette zone avec chacun pour que chacun se sente à l'aise et ne se brûle pas, parce que je sais, pour avoir échangé avec pas mal de dirigeants, concepteurs de fresques, on va tous à un moment rencontrer cette difficulté. Donc c'est à la fois poser des garde-fous qui sont aussi sains pour tout le monde, et puis à la fois de ne pas tenir trop la bride. Donc c'est ce juste équilibre entre contrôle et souplesse et liberté que on va chercher en fait. On va chercher à mettre en place. Voilà. Je vous propose qu'on termine là avec un tout petit retard. Je vous remercie infiniment pour votre présence à tous. Comme vous le savez, il y a un enregistrement, donc je vais mettre le replay en ligne probablement dans la journée sur mon LinkedIn, parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vous l'envoyer personnellement a priori. Je vais vérifier ça, mais je crois que c'est le cas. Donc voilà, je vous souhaite une très belle suite de journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.